Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir, mais surtout, merci d'être fidèle à votre canal d'information Téler TV. Plus que quelques semaines pour que les Congolais se prononcent sur l'homme qui prendra les destinées du Congo-Brazzaville pour les 5 prochaines années. Malheureusement, l'organisation de cette élection ne semble pas rassurer tout le monde. S'ajoute à cela un climat d'insécurité et de terreur dans le pays. La crise sanitaire due à la nouvelle pandémie, la Covid-19, mais aussi et surtout la détention, jusqu'à ce jour, des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, qui, comme vous le savez, pour avoir évidemment été candidat à la dernière élection présidentielle de 2016. Comment aller donc à une nouvelle élection présidentielle lorsqu'on sait que le contentieux et la crise socio-politique née de la dernière élection présidentielle, notamment de 2016, n'ont pas été réglés? Avec moi sur ce plateau, M. Jean-Pierre Adiangoy, ancien secrétaire d'État du ministère des Eaux et Forêts et président du comité ad hoc du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour M. Adiangoy. Bonjour M. Perrin. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques semaines plutôt, les Congolais devront choisir leur nouveau président de la République. Et pendant que les gens se préparent, il y a d'autres qui ont commencé déjà à battre campagne. C'est dans cette même période que le pape a décidé d'organiser son congrès. Est-ce qu'on peut comprendre les enjeux de ces assises? Les enjeux de nos assises sont clairs. Ils n'ont pas à avoir nécessairement un lien avec l'élection qui pointe à l'horizon, parce que pour nous, cette nouvelle élection est un non-événement. Celle qui s'est passée en 2016 s'est passée dans les conditions que tout le monde connaît. Les vainqueurs se sont retrouvés en prison et maintenant il y a eu des dialogues à Ouesso où on a essayé de reparler des problèmes de la gouvernance électorale. On a pris des décisions. Encore, c'était pas la première. Il y a eu Dolisie, il y a eu Ouesso, il y a eu Sibiti, il y a eu Evo. Bref, malgré ça, après Ouesso, il y a eu 5 ans. Rien n'a été fait pour réaliser les conditions pour une élection transparente où on pourrait dire, bien que ça s'est mal passé en 2016, maintenant on a de nouvelles conditions, on peut prétendre aller à l'élection, même si le pape n'a pas en lui-même un candidat, mais au sein de l'opposition, le pape aurait pu bien s'identifier à un candidat et le soutenir, mais nous disons les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions soutenir un quelconque candidat à cette élection, parce que même ceux qui sont allés à Madingu très récemment, avant Madingu, nous avions au sein du pape analysé la situation et n'avions considéré que Madingu était un non-événement. Il y en a qui y sont allés en pensant qu'ils pouvaient encore essayer de colmater les choses et créer les conditions pour qu'on ait cette fois-ci une élection acceptable. Même hélas, ceux-là aussi, ils sont revenus déçus. Et nous qui n'étions pas partis, on a été confortés dans notre position. Et aujourd'hui, pour nous, cette élection n'a pas d'effet, est un non-événement. Donc, notre congrès vise plutôt à organiser notre parti, à restructurer notre parti, à améliorer, renforcer notre ancrage au sein de la population, sensibiliser, éduquer, en espérant que tôt ou tard, et peut-être pas en tout cas dans 5 ans, 10 ans, nous pensons que le peuple prendra ses responsabilités pour que des conditions optimales soient réunies pour qu'il y ait une véritable élection transparente, crédible, avec la libération des prisonniers politiques, parmi lesquels ceux qui avaient participé à l'élection de 2016, en l'occurrence le général Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa. Et bien sûr, il y en a qui sont dehors, mais on sait aussi comment ils sont restés dehors, pourquoi ils ne se sont pas retrouvés avec les autres alors qu'ils étaient aussi en bonne position pour aller au deuxième tour. Donc bref, pour tout dire, pour nous,
nous, cette élection est un non-événement. Et pour nous, notre congrès, c'est pour préparer nos rapports avec le peuple, pour préparer des enjeux futurs, pas ceux de 21 mars 2021. Comme quoi, vous allez laisser le boulevard libre aux candidats du Parti congolais du travail, c'est cela? De toutes les façons, même si on pouvait faire comme ceux qui croient qu'il ne faut pas laisser un boulevard au président du PCT pour qu'il aille tout seul, nous savons que même ceux qui se sont prononcés, c'est peine perdue. Je vous dis, je suis à Brazzaville en ce moment, il se prépare des choses extraordinaires. Distribution des cartes d'identité nationale à des étrangers, distribution des cartes d'électeurs, alors que à Madingu, comme à Ouesso et avant, on a demandé de revoir le fichier électoral, de revoir le découpage électoral. Alors nous disons que ceux qui perdent leur temps en s'alignant, en accompagnant le candidat du PCT, ils perdent leur temps. Le match est joué d'avance, donc nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'accompagner et de donner une caution. Après on va dire, ils étaient là, ils n'ont pas gagné parce qu'ils n'ont pas mobilisé, alors que tout le monde sait que ce n'est pas cela. On a vu très récemment à Dolisie, qu'est-ce qui s'est passé? On a déplacé des gens de Brazzaville, de Pointe-Noire pour aller à Dolisie et pour déclarer la candidature du candidat du PCT qui, entre parenthèses, il faut encore le souligner, le président Clément Mirassa a eu à tenter une action en direction du Conseil constitutionnel pour montrer que le PCT ne respecte pas la Constitution. Le président lui-même ne respecte pas la Constitution. Il devrait être au-dessus des partis. C'est le candidat du PCT et nous avons vu depuis bientôt 1 an, le PCT est en campagne. On fait des campagnes, soi-disant des campagnes de restructuration, redynamisation du parti. Mais en réalité, on est en campagne et à Pointe à Dolisie récemment, même contre les mesures de distanciation, on a vu comment ceux qui prennent les mesures de distanciation, de riposte, les ont violés copieusement en regroupant, en amassant les populations, soi-disant pour aller soutenir une candidature. Donc, pour nous, c'est un événement purement simple. Évidemment, puisque vous faites déjà état de l'événement de Dolisie, où le candidat du PCT est allé déclarer, en fait, affirmer sa candidature. Lui qui est censé être le premier responsable de la lutte contre la nouvelle pandémie au Congo, s'est affiché avec des masses, avec des foules, bien entendu, et ces images circulent de par le monde. Qu'est-ce que cela vous inspire, une telle attitude face au monde qui aujourd'hui est en train de se battre avec cette nouvelle pandémie? Cette attitude, c'est dire que le peuple congolais déjà s'étonnait, se demandait pourquoi tant de rigueur en confinant les populations, même sans mesure d'accompagnement, parce qu'on dit il faut préserver le peuple contre la pandémie. OK, mais il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. On demande d'un côté aux populations de se confiner, mais pour aller déclarer une candidature à l'intérieur, on mobilise des masses, des foules, et on oublie ces mêmes mesures qui sont édictées par la commission qui est présidée par le président lui-même. Donc, ça veut dire au peuple qu'en réalité, il n'y a pas de pandémie au Congo alors. Ou alors, qui doit respecter, qui doit faire appliquer ces mesures? On a eu enregistré des cas même de décès en Kaï, ici à Brazzaville, des brutalités vers les populations parce qu'il n'y a pas eu port de bavets. Mais là, c'est le chef de tout ça, de toutes ces mesures, qui les brave, qui les met par terre, qui les piétine et montre au peuple que, en réalité, ces mesures ne sont qu'un prétexte pour autre chose. Parce que ce qui s'est passé à Dolisie est simplement scandaleux. Alors, ceci peut permettre à certains analystes de croire que le couvre-feu imposé le 25 ou le 31 décembre, c'était un autre agenda caché. Ça n'a rien à voir avec la Covid. Mais la preuve, en dehors de ce confinement du 25 et du 1er, mais après, qu'est-ce qui se passe? Dans les bus à Brazzaville, ce qu'on appelle ici des bus mal à l'aise, où les gens se confinent tous les jours. Dans les marchés, les gens se frottent tous les jours. Donc, est-ce qu'il n'y a que le 25 décembre
que les gens, et dans les églises, encore que les églises sont des structures où on respecte assez scrupuleusement ces mesures de distanciation. Moi-même qui vous parle, je suis un chrétien croyant. Quand je vais à l'église, que ce soit à Sainte-Anne, que ce soit à Javoué, et partout, on respecte scrupuleusement les mesures de distanciation. Donc, il n'y avait pas raison de confiner les gens, d'empêcher aux gens d'aller prier le 25 décembre parce que, soit disant que c'était des mesures de préservation. Le 25, le 1er, c'est pareil, mais après, je vous dis encore après, qu'est-ce qui vient de se passer à Dolisie par rapport au 25, par rapport au 1er janvier? C'est insensé, c'est inadmissible. Il y a des agendas cachés purement et simplement. Je crois que vous avez suivi, la communauté nationale a suivi la réaction de l'abbé Furieux Brice, qui a démontré qu'il y avait réellement un agenda caché. Et nous, au pape, on pense qu'il y a vraiment cet agenda caché. Et si c'était pour la Covid, pour la protection du peuple, on l'appliquerait de manière systématique et rationnelle. Mais c'est pas tantôt on applique pas. On va revenir donc sur évidemment l'élection présidentielle. Que pensez-vous de ceux ou des partisans du candidat unique qui pensent qu'il fallait une candidature unique pour l'opposition afin d'affronter le candidat du PCT? Parce qu'ils disent, si on ne se présente pas à l'élection présidentielle, on n'aura pas un mobile ou une raison pour contester la suite. Bon, on peut toujours chercher des raisons pour contester, mais qu'est-ce qui va se passer? En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? On sait ce qui s'est passé au Poul. Le peuple n'a pas d'armes. Les candidats de l'opposition qui croient à la démocratie pensent qu'ils vont de bonne foi. Et en se disant, on y va, si on gagne, on va reconnaître. Mais on ne va pas les reconnaître. On va mettre les gens, les militaires et les policiers dans la rue. On va couper l'Internet. Et puis ensuite, c'est le couvre-feu. Déjà, on est pratiquement en état de siège depuis longtemps. Et ça va être renforcé. Et puis après, on va contester comment? Si déjà même les travailleurs, je prends le cas des retraités, les travailleurs qui n'ont pas leur salaire ne peuvent même pas se réunir pour essayer de revendiquer leurs droits, ils vont être interdits. Et quand on va faire l'élection, nous sommes sûrs qu'on va permettre aux gens d'aller voter, mais immédiatement après le vote, ce sera le couvre-feu, ce sera le block-out, et puis on va proclamer les élections, tout étant barricadé, mais il n'y aura même pas la possibilité de protester. Et sinon, à moins qu'on se dise, bon, proteste, et puis on va encore faire couler le sang des Congolais. Donc, il vaut mieux se dire, ça, on n'y croit pas. S'il y avait la volonté d'aller à des élections crédibles, les gens se seraient assis, on aurait revu toutes les conditions permissibles d'une élection transparente et crédible, renouveler la SNI, sa structure, sa composition, tenir compte de tout ce que l'opposition a toujours demandé pour qu'on ait une véritable commission nationale indépendante d'organisation des élections. En ce moment, tout le monde est en confiance et on peut aller à l'élection. Mais si on sait que c'est bipé à l'avance, on va y aller pour dire on sait d'avance que ça va être comme ça, et puis on va aller protester. Mais on sait aussi que les chars vont être dehors partout. Alors, Monsieur Anyangoy, j'espère et je sais que vous êtes un politicien bien averti et vous suivez l'actualité politique et sécuritaire du Congo. Dernièrement, on nous a signalé, certainement on parlerait d'une bavure, mais est-il que c'est un contingent des militaires qui est arrivé au niveau de Mayama dans le Poul et qui s'est mis à tirer sur la résidence de Frédéric Binsangou alias Toumi?
Qu'est-ce que de tels actes vous inspirent à l'orée de l'élection présidentielle au Congo? Ce sont des mauvais présages. Les gens qui sont allés à Sibiti, tous ceux qui sont partis de Brazzaville, les forces de l'ordre et tout pour accompagner le président à la cérémonie où il devait poser la première pierre pour la route et profiter pour déclarer sa candidature. C'est sur le chemin de retour qu'il y aurait eu des accrochages encore dans le pool. Mais je dis, ce sont des signes précurseurs qui montrent que lorsqu'on va y aller à ces élections, moindre fait va déclencher de nouvelles violences. Encore qu'on a toujours parlé d'une présence presque permanente des forces de l'ordre dans ce département du Poul. Bien qu'on a cessé de le décrier, il y a un semblant de paix, mais il y a toujours comme un territoire sous embargo où on s'attend toujours qu'il y ait quelque chose. Bon, nous pensons que c'est des mauvais signes et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas cette volonté d'aller à une élection apaisée, transparente et crédible et que ceux qui se leurrent, ils nous donneront certainement raison. Ils sont libres d'y aller et s'ils gagnent, tant mieux, nous les soutiendrons puisque on veut un changement, on veut cette alternance. Mais nous, on pense que les conditions ne sont pas réunies. S'il y en a qui pensent qu'ils vont forcer, en 2016, c'est vrai, ces conditions n'étaient pas réunies, mais aujourd'hui, ces conditions sont davantage détériorées par rapport à 2016, que nous sommes sûrs qu'il n'y a rien à espérer de cette élection de 21 mars 2021. Est-ce que le pape peut nous dire ce qu'il pense de la sécurité au Congo? Un bilan dans ce sens. Bon, la sécurité au Congo, c'est comme on parle de la paix au Congo, c'est devenu une chanson, la paix, chèrement acquise. Mais on peut toujours se poser la question, qui réellement menace la paix au Congo? Quelle est l'armée ennemie qui menace la paix au Congo? Quelle est la force étrangère, la puissance étrangère qui menace la paix au Congo? Alors, nous disons qu'il n'y a que à l'intérieur même du Congo, c'est le pouvoir qui a son armée, qui se bat contre son propre peuple. Alors devons-nous parler d'une sécurité? On sécurise qui contre qui? Ce sont les populations qui se sentent plutôt en insécurité face à ceux qui sont censés assurer leur sécurité. Donc, pour nous, aujourd'hui, quand on est face aux hommes en armes, on est plus inquiet, alors que dans le passé, quand on voyait un homme en armes, un policier, un gendarme, un militaire, on se sentait en sécurité. Mais aujourd'hui, ça devient un peu le contraire. Et plus particulièrement, cette situation dans le département du Poul inquiète. On l'a beaucoup décrié. Il y a la calmie, mais comme les élections arrivent, on s'interroge, qu'est-ce qui va encore se passer dans ce département du Poul? Et peut-être que ça ne sera pas seulement au Poul, ça peut aussi être à Brazzaville, ça peut peut-être être ailleurs, mais on est vraiment inquiet quand on entend venir cette échéance électorale parce qu'il n'y a pas eu de mesures prises pour apaiser, pour recréer la concorde nationale. On a dit qu'il fallait libérer les prisonniers politiques, mais on nous dit que non, ce ne sont pas des prisonniers politiques, alors que l'ONU, la commission de l'ONU des droits de l'homme, a bien donné sa position sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, au niveau international, tout le monde sait que ce qui s'est passé avec Okombi Salisson, avec Jean-Marie Michel Moukoko, c'est la conséquence de l'élection de 2016. S'il n'avait pas été candidat à cette élection, il ne serait pas aujourd'hui en prison. Alors on dit, remettons, comme on dit, bas la terre. Quand vous vous êtes trompé quelque part, quand vous vous êtes battu, toute guerre se termine toujours par une négociation entre les belligérants et ensuite on rétablit la paix. Mais nous pensons qu'il était temps que, après 5 ans de ce dernier mandat difficile
doublé, aggravé par la crise multidimensionnelle au plan économique et financier, aggravé par la Covid. Le peuple est ruiné, l'économie nationale est on peut dire perfusion, je ne sais même pas si on est sur perfusion. Tous les indicateurs des performances économiques dans notre pays sont en rouge. Quand on lit ce qui vient de la Banque mondiale, du FMI, de toute autre institution internationale qui évalue les performances des pays, si c'est des indicateurs négatifs, nous sommes en tête. Donc, ce qui est négatif, nous sommes en tête. Ce qui est positif, nous tenons la queue. Alors, il y a lieu réellement qu'on se retrouve, qu'on cherche des solutions, comment remonter, comment redorer le blason, la crédibilité de notre pays. Aux Nations Unies, on venait d'apprendre, on ne peut même plus avoir droit au vote. À l'OMT, on ne peut plus avoir droit au vote, alors que le secrétaire général de cette institution, c'est un compatriote et qui doit normalement se faire réélire ou être candidat à sa propre succession, mais on ne peut pas avoir droit au vote parce qu'on ne paye pas nos contributions. Je ne voudrais plus reparler de nos étudiants dans le monde, de nos retraités. Moi-même, j'en suis un. On ne sait pas comment on vit. Et puis, alors, on pense qu'on va aller aux élections. On fait fi de tout cela comme si tout était normal dans le pays. Et on dit, les institutions fonctionnent. Qu'est-ce qui fonctionne? Et ça donne quel résultat? Les hôpitaux, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui marche dans le pays aujourd'hui? Le bilan des 5 dernières années du projet du président Sassou, la marche vers le développement, les emplois promis aux jeunes, on en a créé combien? Et là, on veut encore proposer ou promettre d'autres choses. Mais on n'évalue jamais dans les détails tout ce qu'on a prévu avant, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Mais on fait des nouvelles promesses et j'entends des jeunes qui disent « Sassou ou rien, c'est dommage ». J'entends des gens au PCT. J'ai appartenu au PCT à un moment dans ma jeunesse, à l'UGC, au PCT. On disait que l'UGC, c'était le creuset des cadres du parti. J'ai fait partie de cette école-là. Mais on constate qu'aujourd'hui, 40 ans après, c'est comme s'il n'y a jamais eu un creuset des cadres au PCT. C'est toujours le même champion. Mais une équipe qui a un champion octogénaire, c'est le meilleur toujours. On ne forme pas d'autres. Alors, je crois que là, il y a problème. Oui, monsieur Agnangoy, nous tendons vers la fin de notre émission. Le temps qui nous est imparti tire finalement à la fin. Alors, vous avez fait état de... En fait, vous avez survolé tout ce qui mine aujourd'hui le développement du Congo, sinon la paix, la sécurité. Et d'ailleurs, vous avez même donné quelques exemples sur la crise socio-économique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour, évidemment, trouver des solutions à cette crise multiforme? Quelle alternative pour sortir le Congo de cette crise? Écoutez, on a eu peut-être une opportunité classique. Ce sont les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, qui nous ont proposé ou nous avons été sollicités, puisque c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde qui ont des problèmes. On a signé un accord. Cet accord a été célébré dans ce pays. Il y en a qui ont bu du champagne, on les a vus, comme c'était une victoire d'avoir obtenu cet accord d'allègement de la dette et d'obtenir des facilités. Mais où en sommes-nous? On ne parle plus de cet accord. Nous, déjà, quand on l'avait signé, nous, au pape, on avait estimé que c'était peine perdue. Parce qu'on ne peut pas signer cet accord et laisser les mêmes continuer à gérer, ceux qui ont creusé le trou, ceux qui ont généré la dette, ceux qui ont détourné les 14 000 milliards, ils sont toujours là. Et après, on dit, on va alléger la dette, on va donner des facilités, et ce sont les mêmes qui vont gérer. On n'est pas allé loin. Il y a eu à peine la première tranche et il n'y a pas eu la suite. On a entendu le porte-parole du gouvernement dire que c'était un léger décalage, on va ajuster. Mais on n'a toujours pas ajusté.
On ne parle plus de l'accord avec le FMI. Que s'est-il passé? Alors, les Congolais de toute tendance, les religieux, l'opposition, la communauté, a dit, retrouvons-nous, essayons de chercher des voies et moyens ensemble, faisons table rase et redéfinissons les mesures pour qu'ensemble, on puisse, comme un seul homme, affronter la crise. Et en ce moment-là, le pays redeviendra un peu plus crédible. Mais le pouvoir dit non, il continue. Alors, on va maintenant là aux élections, mais il n'y a pas d'autre solution. On va aller à l'élection, mais après, on fait quoi? Après, avec l'accord du FMI, le Premier ministre a dit, je vais mettre en place un gouvernement de combat, une équipe légère, combative. Où en sommes-nous? Cette équipe n'a jamais vu le jour. Quand dans une maison, dans une famille, il y a la crise, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures de restriction, de réduire le coût de la vie, le train de vie dans la famille, on comprime les charges. Au niveau de l'État, c'est pareil. Mais le Premier ministre avait dit qu'il allait mettre un gouvernement de combat. Ce gouvernement n'est jamais venu, ce sont les mêmes. Vous pensez que quelles mesures on va prendre? Pour nous, la seule mesure qu'il faut prendre, c'est il faut créer un climat d'apaisement dans le pays. Regrouper tous les fils et les filles du Congo. On va peut-être pas faire une conférence nationale bis, mais essayons de tirer les leçons de ce qui s'est passé à la conférence nationale et qu'est-ce qu'il y a eu comme défaut ou exagération. On recadre et on va vers une concertation. Mais aujourd'hui, maintenant que le corps électoral est convoqué, ça devient un peu de l'illusion de parler encore de ce dialogue. Nous disons qu'ils aillent à leur élection, à le PCT, avec leur majorité, mais la crise, elle est là. Et on va toujours se retrouver au point zéro et on finira par se dire, retrouvons-nous pour chercher des solutions ensemble. Si on ne le fait pas, on fait les fuites en avant, la réalité est têtue, l'économie a ses principes et si on ne les respecte pas, on ne recadre pas, on n'améliore pas la gouvernance, on ne corrige pas. Il y a la corruption, il y a les détournements. Et alors, si on continue comme ça, mais on ne fait qu'aggraver la situation. Nous pensons à des solutions que le peuple congolais finira par trouver. Notre peuple est un peuple combatif, même si la conjoncture est difficile, mais nous savons que ce peuple trouvera les ressorts pour sortir de cette situation. Merci, Monsieur Anyango. Je retiens que la réalité est têtue, l'économie a ses principes, et c'est par ces notes que nous disons une fois de plus merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez consacré votre temps si précieux. On se retrouve à la prochaine occasion, je dis bien avec le même plaisir, certainement dans les mêmes conditions. Mais d'ici là, portez-vous très bien. Merci. Audio Jungle.